Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité lundi à vendredi 19h à 21h, 18h, 20h. GMT, la liste des conseillers régionaux de la région de l'Ouest affichera bientôt complet. Le chef de l'État, dans un décret signé hier 4 janvier, convoque le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Maine-Noire en vue de l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Maine-Noire au conseil régional de l'Ouest. Contrairement à leurs pairs de l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, le commandement traditionnel de la Maine-Noire n'avait pas eu, le 6 décembre dernier, l'occasion de choisir ses représentants. L'unique liste des représentants du commandement traditionnel de la Maine-Noire, composée de leur majesté Tidier Gabriel Ngefak Placide et Nintidim Albert, avait été rejetée par Elekam au motif du non-respect de la notion de composante sociologique. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est le journal et tout de suite après le débrief. Tout de suite et maintenant, le fait du jour. Convocation d'un collège électoral dans la Maine-Noire, comment comprendre après la mise en place de l'exécutif régional. Pour en parler, nous avons invité en plateau René Stéphane Ngoué. Bonsoir René. Bonsoir Serge-Alain. Meilleurs vœux, une fois de plus. Meilleurs vœux et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs et aux fidèles de l'émission. Donc j'ai la joie de partager des échanges dans un forum et des téléspectateurs. C'est vraiment très très appréciable de voir que les gens qui aiment cette émission se sont regroupés et essayent au quotidien de changer pour améliorer et le contenu et les sujets et de nous faire même la gentillesse critique lorsque nous passons sur ce plateau. Donc je l'ai fait un salut amical les adhérents du forum Equinox Soir. Je profite pour présenter mes voeux à mes concitoyens de Matombe, d'où je sors, et aussi à tous les UP6. J'attendrai ça. Hein. Vous n'allez pas dresser les vœux aux UP6. Non, je ne pourrais pas oublier ma chapelle politique. Merci pour l'invitation. Vous n'avez pas aussi oublié le village, Matombe. Non, le village, c'est une circonscription, c'est le Cameroun. Oui. C'est peut-être nous qui serons victimes la prochaine fois d'une autre disqualification comme celle de la Maine. C'est avec le municipal. Non, ça en fait trop. Au municipal, non, 2025, on ne va plus vous faire ça. Okay, c'est sûr que l'UPC sera sur les starting blocks. Je l'espère, voilà. Je l'espère. Bonsoir Didier Imko. Bonsoir Serge-Alain Otou. Bienvenue une fois de plus. Merci. Nous étions déjà là le premier, mais ça n'a pas Oui, mais on veut encore. Hein. Ben, c'est un privilège de partager ce plateau assez éclectique. Tu as le salut planétaire de toute la communauté Bazou du monde. Rappelle-toi, oui, vous savez, le Cameroun est une république des villages, comme disait Jean-Marc. C'est l'ensemble des villages qui c'est une république des villages, c'est une république des communautés. Oui. C'est pour ça qu'il faut en tenir compte et on en parlera tout à l'heure. Oui, justement. Donc tu as le salut de tous les Bazous du monde. Rappelle-toi que il y a quelques jours ici, tu leur as balancé un salut militaire. Bonsoir, Bazou. Et je peux te rassurer que quelques-uns m'ont vu qui n'ont pas la chance de partager ton plateau. Je porte donc leur salut fraternel et puis leur meilleur vœu adressé à toi. Fin d'année, meilleur vœu 2021, santé, prospérité, beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de mariage. Maître Augustin Ngefak, j'ai cru lire, il y a Ngefak. Rien à voir avec Maître Ngefak. Non, c'est Alain. Bonsoir, merveilleux. Je suis très heureux de retrouver ce plateau après un an. Vous savez, la dernière fois que j'étais ici, c'était en l'an 2020. Donc je suis en l'an 2021, ça veut dire qu'après un an. Un bonsoir particulier à tous ceux qui ont créé le fan club Ngefak. Je vous aime de tout mon cœur. J'y peux rien, je vous aime. J'ai un amour particulier, comme le village planétaire est devenu le Cameroun. Un amour particulier dans la Maine-Noire, c'est-à-dire à Fongo Tongo. Je salue Sa Majesté Clément Gaïma,
Je salue ceux qui font le développement actuellement dans ma communauté à travers le nouveau président de la DEFTO, le directeur Niwake Norbert. Et j'ai dit, nous devons à l'heure actuelle comprendre ce qui se passe dans la Ménois pour savoir ce qu'il faut faire dorénavant dans la Ménois pour ne plus être à la traîne. Nous avons au moins une fois dans l'histoire de la République d'être l'unique peuple du pays choisi par un décret pour passer à une élection. La Ménois. Nous devons tirer toutes les conséquences. Voilà. Bonsoir, docteur Luzon Issouba. Bonsoir Serge Aloto, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à tous les Camerounais et davantage souhaiter bonne et heureuse année à tous ceux qui ont mis dans le monde les fan club Dr Essomba. Déjà du côté de la Californie, vous avez Foué Onodi qui a mis le fan club Dr Essomba. Et du côté du Canada, vous avez Chayan Willy qui a mis le fan club Dr Essomba. Donc ça veut dire que la notoriété n'est plus nationale, mais elle devient de plus en plus planétaire. Donc bonne et heureuse année à tous les Camerounais. Nous espérons que la nouvelle année nous portera chance, bonheur et surtout prospérité. Voilà. Dis-nous, que se passe-t-il donc dans la Ménois? Maître Defa. Pourquoi le président est sorti pour réparer une injustice, c'est ça? Comme ça qu'on appelle ça, la sortie de l'ECAM disqualifiant, la liste conduite par Sa Majesté Didier Gabriel? C'est Alain, j'avoue, gérer un pays, ce n'est pas facile. Gérer une communauté, ce n'est pas facile. Ce qui se passe dans la Ménois aujourd'hui, en réalité, n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La réalité, c'est que nous avons 6 arrondissements dans la Ménois. Si vous vérifiez bien, nous n'avons que 3 places. Ce qui veut dire qu'au moins, dans chaque arrondissement, 2 doivent s'entendre pour choisir un candidat. Mais la liste a été invalidée, même avant même d'être invalidée. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de liste concurrente. Ce qui veut dire qu'au sorti des 6 arrondissements, tous les candidats chefs qualifiés ont choisi 3 de leurs membres pour faire partie de l'équipe qui devait représenter la Ménois. Mais nous ne comprenons pas comment, au sorti de ce consensus, la communauté Sanso a réussi la prouesse de dire que la composante sociologique n'a pas été respectée et que le tribunal administratif lui donne raison et que l'arbitrage de Yaoundé ne parvienne pas à valider la volonté de tous les chefs de la Ménois. Parce que rassurez-vous, c'était une liste consensuelle. Ce qui veut dire que tous les chefs qualifiés étaient rentrés en salle. On dit ce sont les 3. Alors aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est avec la notion de composante sociologique dont les caractéristiques ne sont pas définies. Retournons juste dans l'arrondissement de Sanchou. Dans Sanchou, nous avons 2 grands groupes. Nous avons les Mbo et les je crois que c'est Bakossi. Alors, il n'y a que 3 places dans l'ensemble. Quel est le critère pour choisir le Mbo au détriment du Bakossi qui sort du même arrondissement? Quel sera le critère pour choisir le vieux dans cet arrondissement au détriment du jeune? Quel sera le critère pour choisir le jeune au détriment jeune, garçon ou bien homme, au détriment de la femme? Je pousse encore plus loin. Pourquoi choisir un homme ou bien une femme bien portant en lieu et place d'un handicapé dans cette zone? Si on veut faire juste, si on veut faire rendre justice. Donc, quelque part, vous voyez, le problème qui se pose dans la Ménois n'est qu'une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'en viens. Quel est le vrai problème? Le problème dans la Ménois, c'est celui de la répartition des grands postes de la République dans la Ménois. Voyez-vous, nous sommes 6 arrondissements. L'État se bat pour mettre à la disposition de la Ménois 6 grands postes. Députés, directeurs,
ministres, PCA, ainsi de suite. 6. Mais vous savez, il y a un arrondissement qui n'a jamais bénéficié. Lequel? L'arrondissement de Fongo-Tongo. Nous n'avons jamais eu de ministre. Jamais de recteur. Votre arrondissement? Bien sûr. Oui. Et pourtant, il y a 6 postes. C'est-à-dire que dans l'équilibre des choses, ceux qui gouvernent devraient dire dans la Ménois, avec 6 arrondissements, si on donne le ministère au premier arrondissement, on doit donner le rectorat au second, on doit donner à tel, on doit donner à tel. Maître Ngefak, est-ce que Fongo Tongo avait son représentant sur la liste des 3? La liste des 3 Non. 3 chefs. Pour les 3 choisis, Fongo Tongo consensuellement a pointé les 3. Ok. Nous ne boudons pas. Ok. Nous disons en vertu de quoi ceux-là, ils réussissent à créer ce désordre. Ok. Voilà. S'ils veulent créer ce désordre, qu'ils créent ce désordre partout. Et en disant prochainement que sur les 6 postes, s'il faut repartir rationnellement, qu'on commence aussi par Fongo Tongo. Voilà, on va revenir en plateau parce qu'il nous attend depuis York, en Pennsylvanie. René Itamuna Bondima, bonsoir. Et bonsoir à mes chers copanélistes. Et je fais un clin d'œil particulier à ma mère Christine Bondima, qui est en ce moment en convalescence sur les côtes de Kribi. Et puis évidemment, j'envoie mon amitié et mes sentiments de bonheur, de réussite à tous les Camerounais, frères et sœurs qui sont en ce moment dans le doute, la difficulté, ou qui ont fini l'année dernière dans le deuil ou la douleur. Et donc à tous, on souhaite de bonnes choses pour 2020. Et puis on ne peut pas finir ce propos d'introduction sans dire une pensée positive à nos frères et sœurs qui sont peut-être encore dans des situations difficiles dans les hôpitaux ou en prison. Cher ami Jules, je te fais un clin d'œil. Je t'aime. Voilà, René Tamuna Bondima, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes secrétaire général adjoint RDPC de ce côté-là, leader communautaire. Bon, nous avons ici ce problème, tel qu'a décrit Maître Ngefak, 6 arrondissements pour 3 places. Et la liste a été rejetée du fait du non-respect de la notion de composante sociologique. Comment vous comprenez cette notion de composante sociologique? Merci Serge Alain Autou. J'aime beaucoup Maître Ngefak. Je devrais peut-être devenir membre de son fan club. Mais à écouter Maître Ngefak, le vase a débordé depuis longtemps. Mais à la vérité, dans tous les pays du monde, en France, aux États-Unis, au Cameroun, même en Espagne, où on a fait face à de tels problèmes de revoir la régionalisation, les décentralisations, il est toujours question de veiller à ce que les gens soient inclus et pas exclus. Évidemment, je compatis à la peine de ceux de Fongo Tongo qui n'ont peut-être pas de postes importants au sein de la République, mais ils ne sont pas uniques. Les arrondissements de Kribi 1er, les populations que je ne citerai pas ici pour ne pas être ici et représenter simplement ni une région, ni un département, ni des arrondissements. Il y a à Kribi 1er et Kribi 2e des gens qui me disent très souvent qu'ils n'ont jamais eu de ministre, qu'ils n'ont pas d'ambassadeur, qu'ils n'ont plus de généraux depuis la mort d'un certain général Benaé, à qui on pense d'ailleurs cette semaine, puisque ça fait 10 ans qu'il est mort. Alors ce n'est pas unique. Mais quand on construit un pays, même aux États-Unis, les minorités ethniques aux États-Unis, noires, africaines, américaines ou espagnoles, se plaignent aussi de ne pas toujours avoir des représentants au sommet de l'État. Et donc on le fait progressivement. On se bat, on fait campagne, on joint les équipes gagnantes, que ce soit le RDPC ou les autres partis d'en face, et puis on construit avec la République. Et plus progressivement, les choses se mettent sur pied. Si moi j'étais aux affaires, évidemment, on trouverait une place à M. Ngefak. Personne au RDPC, au sommet du RDPC ni de la République n'est insensible aux besoins, aux forces vives de la Ménois, que nous aimons tous bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le président de la République veille à ce qu'il y ait donc un redressement de la situation malheureuse que nous avons connue dans la Ménois, afin que l'autorité traditionnelle de la Ménois puisse venir apporter sa sagesse dans la région de l'Ouest. Et c'est tout à fait normal, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, quand on invite la Ménois à la table, on ne peut pas venir se plaindre en disant la Ménois encore exclue. C'est une bonne chose, nous en sommes heureux. Je pense que le secrétaire général de la présidence, qui joue le rôle de conseil juridique du président de la République,
et son équipe ont veillé à ce que tout se passe dans la légalité afin que nous corrigions donc ce qui aurait été malheureux, que nous rentrions dans l'histoire de nos régions au Cameroun et que la Menois ne soit pas représentée. Bon, je pense que c'est positif, c'est bien. Il faut toujours célébrer quand on apporte des gens autour d'une table, quand on inclut. Il faut évidemment rejeter quand on veut exclure. Ici, il faut célébrer le fait que la Menois et son autorité traditionnelle sera inclus. Ok, merci René, on revient à vous dans un instant. Un autre René va prendre la parole, René Stéphane, cette fois-ci. René, comment vous voyez tout ce qui se passe dans la Menois? Quel regard? Mais le regard que mon parti a toujours eu de dysfonctionnement de ceux qui nous gouvernent, parce qu'on s'appuie sur des piliers faux qui n'ont rien à voir avec le système de valeurs que les nationalistes ont voulu instaurer dans ce pays. Quand on parle de composantes sociologiques, on parle de catégories, on parle du genre dans une élection, et qu'un organisme ou un organe chargé des élections comme l'ICAM applique à gauche une mesure qui n'est pas appliquée à droite, et que dans le contenu même de ce qu'on appelle composantes sociologiques, ce n'est pas clairement défini, on est dans le cafouillage où nous disons tous les jours. Parce que lorsqu'on dit aux gens, réasseyons-nous, essayons de recomposer, que ce soit la loi fondamentale du pays, pour qu'on mette un contenu à ce qu'on appelle minorité, parce qu'aujourd'hui, on est en train de créer un mosaïque de petits peuples avec des revendications communautaires qui vont nous créer tôt ou tard des problèmes. J'ai entendu Maître, dont j'ai beaucoup de respect là tout à l'heure, parler de la situation de la Menois avec 6 arrondissements. Le nom est où je sors à 10 arrondissements, il n'a que 3 représentations. Comment ça s'est géré là-bas? Mais moi, je n'entrerai pas dans comment ça s'est géré, parce que effectivement, tel que c'est géré, je vais toujours aller dans le sens de la critique. Et quand on critique de manière systématique, on devient inaudible, on n'est plus audible auprès des téléspectateurs. Je voudrais plutôt dire ce soir qu'il faut que, au-delà de la décision de la Chambre administrative, au-delà de la décision de la Cour, de la Cour suprême, au-delà de l'acte du chef de l'État, qu'on regarde où commence ce problème. C'est par l'ECAM. Parce que c'est l'ECAM qui rejette la liste, là où personne ne lui a rien demandé. Rien. Et je continue de dire, j'ai dit ça... Les chefs justement disent que l'ECAM aurait pu rejeter beaucoup d'autres listes. Mais justement, pourquoi l'ECAM n'a pas rejeté la liste du Noun, par exemple? Voilà, justement. Pourquoi l'ECAM n'a pas rejeté la liste du Noun? C'est pour ça que hier, pendant les municipales législatives, était uniquement victime de l'UPC. On pensait que nous critiquons parce que nous sommes victimes. Aujourd'hui, où on est face à une situation où tout le monde comprend que l'ensemble de la nation est dans un ensemble de dysfonctionnements et qu'il faut aujourd'hui revoir tout. La Menois est un cas d'école. On parle maintenant de la composante sociologique parce que nous sommes dans une élection de commandement traditionnel. Plus tard, parce que c'est qu'au commandement opérationnel, il n'y a pas de genre. Sinon, on aurait dit qu'il manque de femmes. Commandement traditionnel. Au commandement, oui, il y a très peu de femmes chefs. Sinon, on devait encore rejeter certains en disant oh non, il n'y a pas la bonne représentation du genre. On a encore la chance que dans notre pays, ils n'ont pas également évoqué le problème des jeunes. Et comme on sait qu'au Cameroun, on est jeune de 7 à 77 ans. Donc là, au moins, on est à l'abri. Non, il faut qu'on essaye de comprendre que notre pays va tout droit vers une dislocation totale avec des pareils problèmes, des pareils sujets. Donc il est important aujourd'hui qu'on ne va pas attendre chaque fois que ce soit le président de la République qui revienne en dernier ressort et que chaque fois qu'on donne une moindre petite responsabilité à un organe de gestion des élections, que ce soit du bordel. Okay. Voilà. Je disais, si je peux chuter là-dessus, pour le cas de l'ECAM, pour notre cas, lorsqu'il fallait faire la réforme de la liste électorale, l'ECAM savait où était la direction de l'UPC. Subitement, au moment de faire des listes, l'ECAM dit, je ne sais pas qui est dirigeant de l'UPC. Et de ce fait, l'ECAM nous disqualifie
et crée un fait sans précédent. Voilà la même situation aujourd'hui où il y a plein de listes qui sont passées, qui sont validées, qui sont dans des conseils régionaux, qui ont la même composante sociologique, mais parce que l'ECAM a voulu créer un incident dans la mémoire. On est en train d'en faire aujourd'hui un cas de colle, un cas de jurisprudence pour l'ensemble de la nation. Okay. C'est fort regrettable. Voilà, Didier Yimkwa, comme a dit Maître Ngefak, 6 arrondissements pour 3 places. Je suppose que ce n'est pas le seul cas, hein. Il a pris le cas d'Union Ekele. Comment on résout ce genre de problème en tenant compte des différentes composantes sociologiques? Bon, je voudrais, avant de répondre à ta question, Serge Alain Autou, faire une émission dans l'histoire. Avant la conférence de Berlin de 1884, nos ethnies, nos communautés existaient. Umnobe, dans l'une de ses épîtres, avait dit ceci, je cite, « Nous ne sommes pas les détribalisateurs. On doit faire avec la tribu. » Après la conférence de Berlin de 1864, les premiers colons qui sont arrivés chez nous ont pensé plus à l'État qu'à la nation. Penser plus à l'État qu'à la nation. Ils ont pensé à l'État à leur façon. Qu'est-ce qui peut expliquer? Je ne sais pas si je peux permettre un petit exercice socratique, maïotique, de me poser des questions. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut expliquer, après la libéralisation du champ politique, la résurgence de ces conflits identitaires? Qu'est-ce qui peut expliquer autant de clivages ethniques, régionaux, si tu me permets, que l'on vit aujourd'hui, qui malheureusement parvient à déconstruire ce que nous voulons construire, la construction de l'unité nationale? Qu'est-ce qui peut expliquer cette course des élites vers les chefferies, vers les communautés? Voilà autant de questions qu'il faut se poser pour comprendre exactement ce qu'il y a derrière. Deuxième chose, depuis un certain temps, le président Biya nous distribue des biscuits comme ça. Certains appellent ça la manne. Les plus nantis intellectuellement parlent de manisation de l'espace public. Qu'est-ce qui peut être caché derrière cet agenda? Docteur est là peut-être pour nous expliquer, lui qui voit plus loin que moi. Voyez-vous, j'ai lu en venant ici quelques morceaux de quelqu'un, d'une dame, Laure Menton. Elle a écrit « Vote et communautarisme au Cameroun. Un vote de cœur, de sang et de raison. » Vous connaissez qui est derrière ces mots? C'est le professeur Jacques Famandongo, le grand génie Jacques Famandongo. Un vote du cœur, le grand génie. Un vote de cœur, de sang et de raison. Le grand génie? Le grand génie, oui. C'est un grand génie qui parle très bien. C'est lui le disque dur du renouveau. Un vote de cœur, de sang et de raison. C'est-à-dire lorsqu'il est dans le sud, lorsqu'il parle du glacis électoral, lorsqu'il parle d'un bastion imprégnable, il fait recours à un vote de cœur, de sang et de raison. On ne parle pas de programme politique. C'est un vote de raison, ça, là-bas? C'est lui qui dit de cœur, de sang. De raison. Vous avez raison. C'est lui qui a dit. C'est Jacques Famandongo. Jacques Famandongo parle de vote. J'ai une vue panoramique de la situation actuelle. Parce que ce qui se passe dans la mer Noire, dans l'Union Ekele, vous pouvez trouver ça n'importe où. Oui. C'est général. Elle dit ceci, le sens du vote, c'est la dame. Elle dit, le sens du vote au Cameroun se trouve conditionné par l'appartenance ethno-régionale et socio-linguistique. Il y a un collègue, professeur Lisa Nsomba, qui a expliqué ça par la politique d'affection. C'est le professeur Luc Sindou. Dit-on, il doit être l'un des meilleurs politologues camerounais. Voilà ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui. Les gens courent vers le gâteau national.
Les gens sont prêts à se tuer pour avoir accès au pouvoir. Et le vol communautaire démontre aujourd'hui que il faut passer par là. C'est pour ça que vous pouvez expliquer comment un grand médecin, un grand professeur d'université, un recteur peut, à la veille des élections, aller dans son village, bousculer le chef pour se faire élire, parce qu'il semble que c'est par là qu'il faut passer par le vote communautaire pour arriver au Graal. Voilà ce qui explique ce bouillon que nous vivons aujourd'hui, qui malheureusement renforce le micro-tribalisme. Renforce le micro-tribalisme. Même pas le tribalisme, le micro-tribalisme. Nous allons revenir sur ce qu'on appelle répartition, ou bien je sais quoi, sociologie. Je reviendrai même sur le mot genre, qui sont des petits mots juste pour manipuler l'élite intellectuelle ou d'affaires utilisés juste pour embellificoter les naïfs. On revient là-dessus. Okay. Le genre au Cameroun est féminisé. Lorsqu'on parle genre, on parle de femme. Alors que le genre est un concept sociologique variable qui permet de relever la vulnérabilité d'un groupe dans une communauté, qui l'empêche à s'émanciper. Lorsqu'on parle de genre, j'attendais qu'on parle par exemple des pygmées, des bororos, des handicapés moteurs, des non-voyants, mais nous on parle de femmes. Et parce que ceux qui ne veulent pas parler du genre, le genre que nous avons appris, c'est tout simplement parce que ils se disent que si 2 pygmées arrivent à l'Assemblée nationale, la surexploitation forestière ne sera plus. Il va s'arrêter. Voilà. Okay. Voilà. Docteur Luison Issoba, dites-nous clairement, qu'est-ce qu'on entend par notion de composante sociologique? Oui, avant parce que là, les chefs se plaignent, ils disent que ce n'est pas clair. Dites-nous, c'est quoi la composante sociologique dans une liste? Vous avez souvent vu les listes dans nos différents départements? Bien entendu. Et comme a dit René Stéphane Ngoué, s'il fallait véritablement appliquer ça, beaucoup n'allaient pas passer. Peut-être je commence par là pour indiquer que cela démontre à loisir toute la difficulté liée à l'application de la notion de composante sociologique. Ça, on fixe d'abord le cas par ce niveau. Je voudrais fixer le cadre légal pour qu'on s'entende bien et qu'on revienne sur le problème à l'espèce. Alors, la loi portant code électoral précise exactement que 5 jours après la publication des résultats, tout candidat, tout électeur ou représentant de l'État peut saisir justement le juge administratif. Oui. Ce dernier dispose donc de 40 jours au maximum pour vider le contentieux. Et après cela, s'il y a eu une annulation partielle ou totale, vous voyez, l'autorité investie du pouvoir de convoquer les corps électoraux, bien entendu le président de la République, a 60 jours. Quand vous suivez bien, le décret qui est pris, qui convoque le collège électoral le 4 janvier, correspond très bien au délai de 60 jours qui tombe le 4 avril. Oui. Donc sur ce point, le président de la République a strictement respecté la loi. Alors maintenant, devant le juge administratif, pourquoi il annule cette liste? Le juge annule tout simplement parce que, pour lui, cette liste n'a pas scrupuleusement respecté la notion de composition sociologique, que le test même en réalité n'explique guère. Parce que quand on parle de la notion, on parle de la composition sociologique, il y a le genre, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, il y a la tribu qui entre en ligne de compte. Alors, ces gens-là autour, quelle est la raison qui a amené le juge à rejeter cette liste? Lisez les 3 noms des chefs. Non. Oui, lisez à partir de là, attendez, je vais lire. Oui. Il y a Sa Majesté Tidier Gabriel. Tidier Gabriel. Ngefak Placide. Oui. Nintidim Albert. Vous comprenez avec moi que parmi ces 3 chefs, il n'y a aucun beau dedans. Il n'y a pas un beau dans cette liste. C'est-à-dire que tous sont considérés comme des chefs strictement bamilekés. Or, le juge, pour lui, s'appuie sur le fait qu'on aurait au moins inclus un beau pour que sur les 3 qui sont bamilekés, qu'il y ait au moins un beau pour qu'on parle en fait du respect de la notion de la composante sociologique. Donc, dans cette affaire, le juge annule tout simplement parce que au moins un beau aurait pu être inclus
dans cette liste. Mais c'est une liste consensuelle. Vous avez suivi le consensualisme n'exclut pas le respect de la notion de la composante sociologique. Je vais vous dire, le juge administratif, c'est un cas de jurisprudence. Dans l'affaire Sop André, il s'est déjà prononcé sur la composante sociologique. Dans l'affaire commune rurale de Konsamba, Barré Bakel, le juge s'est prononcé sur la composante sociologique où il faisait justement recours à cette notion de tribu pour indiquer que au niveau de Konsamba, on a eu 75 qui étaient qui venaient des étrangers. Or, il n'y avait qu'un seul autochtone, ou du moins un seul qui répondait aux critères de la région. Pourquoi il doit avoir un beau? Il faut expliquer clairement aux gens, pour cette liste-ci. Pourquoi il doit avoir un beau? Parce qu'on va aller dans un autre département, vous allez nous dire pourquoi il n'y a pas d'autres tribus du Cameroun. Écoutez, le juge administratif ne peut pas s'auto-saisir. C'est-à-dire que les gens qui ont saisi, alors il ne peut se prononcer que sur le contentieux en place, c'est-à-dire que le cas de l'espèce. Écoutez, nous avons là 3 chefs bamileke. Alors, dans cette composition sociologique, il y a les Mbo, il y a les bamileke, il y a les Yes. Ils sont nombreux, je crois que les Mbo. Non, il y a les Bakossi, il les maîtrise mieux. Mais le juge estime quand même que, au niveau de cette composition sociologique, on ne peut pas avoir 3 bamileke, c'est-à-dire que d'une seule tribu. Il faut mettre au moins une seule personne venant d'une autre tribu. Et là, nous avons des chefs traditionnels qui sont de la localité de Sanchou, qui auraient pu faire partie de cette liste. Donc on a exclu un des critères fondamentaux. Je dis non, aujourd'hui, le juge fait une seule application du principe de la composante sociologique, même si aujourd'hui, le test n'est pas suffisamment clair pour nous indiquer quels sont les éléments qui déterminent la composition sociologique. Et quelle en est la conséquence? Vous savez qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer quand on va procéder à la réélection? On prendra encore désormais, vous verrez, on va donc ajuster en mettant un beau ou quelqu'un d'une autre tribu dans cette liste parmi les 3. Et la conséquence juridique, c'est quoi? C'est que en réalité, l'exécutif régional on va procéder on va reprendre l'élection systématiquement parce que le corps électoral n'avait pas été respecté. Mais maintenant, par la technique de ce qu'on appelle le bilan avantage, est-ce que l'inclusion, en incluant le nouveau chef qui respectera la composition sociologique, cela peut bousculer les résultats? Non, on appelle ça la théorie du bilan avantage. Donc on ne va plus reprendre les élections pour des conséquences d'abord économiques et bien d'autres, mais aussi pour les questions de discipline du parti. Parce que vous savez qu'à ce niveau-là, c'est le RDPC qui est majoritaire. Donc voilà, Serge allons tout expliquer sur le plan technique l'affaire qui se déroule de ce côté-là. Maintenant, Serge Alain, moi je suis très flatté par le développement fait par Dr Louison, mais il a conclu en utilisant un vocabulaire qui ne qualifie pas ce qu'il a fait. J'aurais souhaité qu'il conclue en disant sur le plan théorique. Parce que voyez-vous, là où nous nous trouvons, le Ngefa que vous prononcez, qui vous dit qu'il n'est pas de l'arrondissement de Sanchou? Le Nietidem, qui vous dit qu'il n'est pas de l'arrondissement de Sanchou ou qu'il n'a pas de ramifications Mbo? De 2. Est-ce que dans l'arrondissement de Sanchou, on n'a que les Mbo? Je vous ai dit qu'on a les Bakuri, les Bakossi. Alors, en vertu de quoi, dans l'arrondissement de Sanchou, on doit négliger ou bien oublier les Bakossi? Il en va de même dans l'arrondissement de Fongo-Tongo. En vertu de quoi on doit venir dans l'arrondissement de Fongo-Tongo? Retenir rien que les Fongo-Tongo puissants comme nous, en tout cas visuels, et négliger les Fossons et les Lins, qui ont les Banyangé en grande partie comme leur population. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La question qui se pose est celle de savoir ceux qui ont provoqué l'annulation de ce choix. Quel est le calcul politique qui se dessinait? Pour apprécier, je reviens sur un problème. L'élément premier, ne perdez pas de vue, c'est une liste consensuelle. C'est dans un cercle fermé. C'est-à-dire les électeurs. C'est les électeurs qui ont choisi les 3. C'est les mêmes électeurs qui sont appelés pour avril 2021. Ils ont déjà choisi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en fonction de ce que nous voulons, dans notre maison, ceux-ci doivent aller ce jour
C'est-à-dire ils ont choisi en fonction de tous les critères. Parce que la loi ne dit pas automatiquement docteur. La loi dit autant que faire se peut. C'est deux choses différentes. La loi dit autant que faire se peut, la liste doit refléter les composantes sociologiques. Figurez-vous, ici à Douala, à côté de Douala, oui. Madame Happy, née Ngom Priso. Quand on le serait dans la liste, on a utilisé le mot Happy. Les autres ont dit non. Happy, c'est d'emprunt. Elle, c'est Ngom Priso. Ça n'a pas respecté la composante sociologique. Vous connaissez la suite de la jurisprudence. Malgré ça, c'est passé. Non. La réalité, je vous ai dit, c'est que les ennemis de la répartition équitable sont dans la baignoire. Les chefs ont dit, parmi nous, voici les trois qui doivent nous représenter. Ces messieurs qui pensent que la République leur appartient. Ils ont leur ami qui est assis quelque part, qu'ils veulent positionner. Ils ont fabriqué un texte pour dire qu'il sera aussi chef comme les autres. Alors la hiérarchie doit imposer cet individu, entre guillemets, parmi le collège des trois à sélectionner. Et la main noire qui doit accomplir le crime, parce qu'il faut sortir du collège électoral des chefs, on utilise donc ce fameux ENECAM pour sélectionner. Alors, je dis donc, qui peut choisir démocratiquement autre que ce peuple, cet électeur? Et l'électeur ici, ce sont les chefs, c'est les mêmes. Ce critère ne tient pas. En vertu de quoi on va aller dans l'arrondissement de Sancho, prendre les mots au détriment des autres. Mieux, pourquoi choisir un homme chez eux au lieu d'une femme? Mieux, pourquoi ne pas choisir un enfant au lieu d'un jeune? Deux, pourquoi ne même pas faire fi de tout ça? Choisir un handicapé. Je me fais bon, c'est pourquoi j'ai résumé ça au départ. Je vous ai dit, ce qui se passe, c'est la lutte des clans. Dans la Ménois, ceux qui ont réussi à phagocyter le peu que le pouvoir nous concède veulent à tout prix que ça reste dans leur maison. Okay. Au détriment des autres arrondissements. C'est tout le problème. Voilà, on va d'abord prendre René Itamouna, si vous êtes avec nous. Pour les chefs qui ont vu cette liste, leur liste disqualifiée, ils pensent que cette décision est souvent respectée au gré des circonstances. C'est-à-dire qu'on a sanctionné dans la Ménois, on aurait dû également sanctionner dans beaucoup d'autres départements au Cameroun. Votre avis là-dessus? D'habitude avec beaucoup d'intérêt, ne semble pas juste dans ses propos. Et les exemples en manque de justesse. On ne peut pas à la fois vouloir, comme le maître Ngefak disait, que Fongo Tongo soit inclus et en même temps vouloir que l'Embo soit exclu. On ne peut pas en même temps vouloir, il a terminé son propos en proposant des jeunes ou des handicapés qu'ils soient inclus, et alors que la liste qui sera composée va être plus inclusive pour tout le monde. Non, il est bon d'inclure, il n'est pas bon d'exclure. Et dans les propos, c'était une décision consensuelle, Consensuelle veut dire quoi? Dans un pays comme les États-Unis, le pouvoir a toujours été dans les mains majoritaires de personnes d'une même couleur, et il était consensuel. Mais les Noirs pleuraient parce qu'ils n'arrivaient pas aux affaires. On ne peut pas dire c'est consensuel quand il y a trois chefs, comme le docteur Luzon et Sombala si bien décrit. Je ne vais rien ajouter là-dessus. C'est bien d'enrichir la sagesse de nos chefs en ayant à la fois les traditions Bamileke, les traditions Mbororo et le reste. Ce serait bien pour le docteur Foka d'avoir toute cette richesse-là auprès de lui. Cela étant dit, il faut être conscient du fait que les décisions de l'État, comme celle du gouvernement, comme celle-ci, qui va donc inviter les gens à voter de nouveau, sont en fait des bienfaits pour la République. On aurait pu s'arrêter là et la Ménois aurait été exclue. Alors il faut construire et avancer. Et quand on avance, on ne va pas toujours reculer et mettre le couteau dans la plaie et le remuer encore et encore et encore et encore dans la plaie. Regardons ce qui est positif. On voit nos limites et on construit. On ne peut pas voir nos limites et dire, ben, tiens, c'est bien, je me gargarise les dents, tout est mauvais. Alors, quand vous regardez les composantes sociologiques dont il est question ici,
Vous regardez dans le Fundi, il y a des problèmes de composantes sociologiques. Vous regardez, je vous l'ai dit, dans le centre. Vous regardez dans le littoral, il y en a. Vous regardez dans le sud, il y en a. Le sud, récemment, a regardé autour de lui. Il a vu que non, si on continue ainsi, on pourrait avoir au bureau donc, du conseil régional de la région du Sud seulement des leaders issus de 2 ou 3 ethnies, que ce soit Iwondo, Boulou ou le reste. Et vous voyez, si vous regardez le bureau actuel donc, de la région du Sud, vous verrez qu'il y a des personnes issues du département de l'Océan qui est très riche culturellement, et donc vous trouverez là-bas des Ewondo, des Douala, des Ngumba, des Mabéa. Bon, on a essayé de les retrouver, de les mettre donc au conseil régional et dans le bureau du conseil régional. Et donc voilà, ce n'est pas une nouveauté, c'est humain, on ne peut que se parfaire. Mais est-ce qu'il est possible de construire des listes dans une région, dans un département, dans un arrondissement qui soient parfaites? Ce n'est pas possible. Même si on confie à M. Ngefak la composition d'une liste de celle du RDPC, je ne suis pas sûr qu'il sortirait de là avec une liste qui ferait plaisir à tout le monde. Ce n'est pas possible. Les Camerounais sont conscients dans la majorité, que le débat que nous avons aujourd'hui est certes utile, mais les débats, les soucis que les Camerounais ont, c'est est-ce que la région va me permettre de mieux vivre? Est-ce que mes enfants pourront être scolarisés localement? Est-ce que je pourrai mieux soigner? Est-ce que les entreprises seront soutenues par nos régions? Quels moyens nous aurons pour réaliser tout cela? Voilà les grands débats de l'heure. On peut passer du temps à voir si c'est légal, c'est pas légal, est-ce que sociologiquement c'est inclusif, c'est bien, il faut le faire. Et il faut veiller à ce que ce soit inclusif, comme les débats de Serge Alain-Autou. Mais les Camerounais ont pour préoccupation aujourd'hui de pouvoir manger, de pouvoir se loger, de pouvoir se déplacer, se soigner, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est dans ces grands débats-là que nous devons situer l'intelligence des Camerounais. C'est dans ce cercle-là qu'il faut situer l'intelligence des Camerounais. Vous avez parlé des genres. Vous avez inclus les handicapés, les femmes, les jeunes et ainsi de suite. On peut être beau et handicapé. On peut être une femme et beau et vouloir être inclus. Tout cela n'est pas mutuellement exclusif. Il ne faut pas le voir dans ce sens-là. Alors, Serge Alain, en conclusion, là, pour ce propos, j'insiste, le gouvernement regarde une région de l'Ouest qui a environ 2 millions d'habitants. Et la Menoie, environ 372 000 ou à peu près 400 000 habitants dans cette région-là. Est-ce qu'on va laisser donc ceux qui représentent l'autorité traditionnelle de ce département hors du conseil régional? Et on dit non. Alors, quel est que le tribunal administratif ait fait statut et fait son travail? C'est toujours du travail humain, ce n'est jamais parfait. Vous avez aux États-Unis également des tribunaux qui parfois ont accordé la révision d'un document administratif dans un État ou qui a rejeté des résultats récemment de notre élection présidentielle dans une localité et accepté dans une autre localité par d'autres juges. Donc, il ne faut pas voir ça comme étant une spécificité camerounaise qui soit simplement mauvaise. Ce sont des défis humains. Je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on construit. Je vais me taire en disant à mes chers amis, c'est quand même 52% de personnes dans la Menoie se reconnaissent un peu comme de tradition bamileke et 45% ne le sont pas. Donc, est-ce qu'on va avoir 3 chefs qui vont au conseil régional qui représenteraient 52% de cette population-là? Bon, les tribunaux et le reste ont répondu non. On va essayer de voir comment ça va être corrigé. Mais le souhait pour moi, pour les autres, je pense, qui sont ici et qui sont au Cameroun également, c'est qu'il y ait la paix et que finalement, la région de l'Ouest se mette au travail pour satisfaire les besoins donc, de ceux qui habitent là-bas et qui voyageront là-bas. Okay. C'est ce qui est essentiel, je pense, à mon avis, Serge Alain-Autou. Merci René Itamuna Bondima. René, oui, allez-y, rapidement. Oui. Je veux tout simplement M. Ngefak a politiquement raison, mais il a juridiquement tort. Parce qu'en réalité, nous analysons cette décision de justice et ses impacts. Bien entendu, il y a 3 postes. Comme nous venons de citer tout à l'heure, vous avez vu, les 3 sont essentiellement bamileke. Or, les tribus qui sont, il y a au moins 6, comme lui-même il venait de citer. Cela veut dire que si on a un maître, on a le chef Ngefak, on aurait pu avoir un chef Bororo, un autre qui viendrait. C'est vrai que le problème se pose là parce qu'ils sont 6 tribus, mais il y a 3 postes. Mais la question ici que le juge a résolue, c'était quand même de dire que on ne peut pas avoir les 3 chefs qui sont des tribus bamileke. Et d'où donc, moi je suis sur cet aspect juridique, c'est-à-dire je sors des carcans politiques, d'où Maître Ngefak a plus de percussions et de résonances.
Ok. René Stéphane Ngoué, les chefs disent que cette notion est interprétée au gré des circonstances. Oui, mais justement, Didier a fait une bonne démonstration ici à l'entame de ces débats, en parlant de l'État et de la nation. Tout se passe aujourd'hui comme si l'État a des biscuits qu'il distribue, et ces biscuits aident à balkaniser davantage le Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit au début de notre discussion que pour nous, à l'UPC, nous avons voulu que notre système de valeurs ne soit pas sur des composantes sociologiques ou de genre, mais que ce soit sur le mérite. Tout à fait. Que 11 Camerounais sortant d'une même région développent le Cameroun, l'UPC est preneur. Je prends souvent le football, qu'adorent tous les Camerounais. Oui. Il y a eu une époque ici où on alignait 11 ou 9 bassas sur le terrain et gagnait, et tout le monde jubilait, et on n'avait pas vu du tribalisme parce que c'était un entraîneur français. Dès que l'entraîneur français est parti et qu'il y avait 4 ou 5 bassas, moins que ceux qui remportaient les titres, on a commencé à dire « Oh, c'est les bassas qui gardent l'équipe nationale, et Son ne s'entendent pas, etc. etc. » Et c'est ce genre de débat qu'affectionne ce pays. Il faut absolument que nous sortons de carcan de Ménois, on n'a plus que des chefs bamlékés, on n'a fait que les... Non, il faut qu'on se dise, comme l'a dit mon homonyme des États-Unis, quels sont les meilleurs fils de la Ménois aujourd'hui qui peuvent, à travers le Conseil régional, apporter du développement pour ces régions-là. Et pour nous, à l'Union des populations du Cameroun, nous prenons le mérite. Le mérite. On a phagocyté ce pays pendant longtemps, on a fait des choses comme ce qu'ils ont appelé l'équilibre régional, on a instauré ça même dans des concours administratifs où vous pouvez échouer à un concours avec 16 moyennes parce que vous êtes d'une certaine région et on prend quelqu'un d'autre d'une autre région avec 9 de moyenne parce qu'il est de la région où on dit non. Il y a un meilleur mécanisme pour protéger les minorités. Et lorsqu'on est une jeune nation comme la nôtre, il faut qu'on fasse attention avec des vocables. Les minorités ici, ce n'est pas des tribus, non. Les minorités, c'est des gens, comme l'a expliqué Didier lors de sa démonstration tout à l'heure, c'est des gens qui sont en difficulté. Est-ce que les Mbororo sont en difficulté? Oui. Essayons donc de faire que les Mbororo participent à l'émergence nationale. Voilà. Est-ce que les Pygmées sont en minorité? Oui. Mais on ne peut pas continuer à vivre des scènes comme celle-ci où on passe toute une soirée à débattre parce que 3 Bamlékés se retrouvent sur une liste. Voilà. Moi, j'en ferai mon gouvernement avec 15 Bamlékés s'ils sont capables de me refaire les routes du Cameroun, s'ils sont capables de me construire une nation prospère. On vous a compris, René Stéphane. On va permettre à Didier de placer aussi un mot avant le 20h. Didier, sur ce débat, finalement, c'est le procès de la notion parce qu'elle n'est pas claire. Beaucoup de personnes. On n'a rien mis là-dedans. On ne comprend pas. Quelqu'un appelle ça le Cameroun de l'entre-deux. L'entre-deux. Oui, le Cameroun de l'entre-deux. Ça, c'est encore le professeur de Xinjiang. À l'époque, il n'était pas encore très pour de Paul Biya. Il a produit une littérature assez dense. Le président. Le président. Ça dit, quand c'est bon, on utilise, quand c'est pas bon, tu vois, on cache un peu, voilà. Donc, pour expliquer, cette histoire de représentation sociologique est une bombe à retardement. Tout à fait. Nous avons des facteurs comme les mariages exogamiques, les mariages intertribaux. Nous sommes dans un monde en circulation. Les gens se déplacent, s'installent. Il va arriver un moment où on ne pourra pas, même avec les tests d'ADN, définir qui est exactement Bazou, qui est Baok, qui est Balengou. Pendant longtemps, cette histoire a marché parce que nous étions dans le régime du parti unique. Aujourd'hui, nous avons 365 partis. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et le vote chez nous, comme a dit encore le très brillantissime professeur Jacques Famendongo, c'est le marché. Brillantissime? Oui. Lui aussi? Oui, le professeur Jacques Famendongo. C'est un brillant intellectuel. Oui. Il a dit que le vote, c'est un marché politique. Les élections, c'est un marché
Or, on sait que la loi qui régule le marché, c'est la loi de l'offre et la demande. Quand la demande est colossale, l'offre est petite, c'est la guerre, c'est la concurrence. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la politique. La politique de l'affection a pris le pas sur sur les luttes programmatiques, l'idéologie. Je vote mon frère. Lorsqu'on voit un vote, lorsqu'il y a un vote, l'électeur est un héros identitaire, héros AUT. L'élu est le plénipotentiaire de sa communauté. Il va capter le patrimoine public pour ramener au village. Donc s'il n'est pas élu, c'est le village qui perd. C'est ça qui explique tout ce frémissement, toutes ces frilosités. Les gens se battent. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est peut-être le penchant, la faiblesse que j'ai pour l'UPC. Parce que dans une situation pareille, qu'est-ce qui peut résoudre effectivement le problème? C'est la bonne gouvernance, c'est la justice, c'est le mérite. Et c'est ce que nous prenons au FSNC. Nous avons dit que 10 ans après l'indépendance, on pouvait encore parler de l'équilibre régional. Mais 60 ans après, non. Non, on parle aujourd'hui de l'égalité de chance. Parce que si vous allez à l'Institut national de statistiques, M. Seyalo, vous pouvez comprendre le nombre de médecins originaires de l'Est, le nombre de boulangers originaires Bamileke. C'est trop facile de remonter les dépressions, les clivages. On sait ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas assez de médecins chez les Moundans, on sait ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on utilise, vous appelez quoi, régional, l'équilibre régional, pour placer. L'équilibre régional est devenu ce qu'on appelle la reproduction de classe. C'est les enfants de tel, c'est les enfants de tel. Ce n'est plus ça, l'équilibre régional. À l'ENAM, c'est grave. C'est une distribution entre les réseaux, entre les clans. Voilà, il faut sortir de là et aller vers le mérite. On va revenir après le journal parce que dans un instant, c'est le journal. Dans un instant, donc, madame, monsieur, c'est le journal de JBB, Julien Berthe Bissaï. Avant cela, avant JBB, c'est la pub. Et moi, je vous retrouve après. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie. On va également partir une fois de plus aux États-Unis. René Itamuna Bondima, ici en plateau, Maître Augustin Gueffak, DJ Yimkwa, René Stéphane Ngoué et bien évidemment le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, le président sortant, il faut le dire, professeur Faustin Archange, Touadéra réélu dès le premier tour. Une surprise? Pas du tout, parce que nous avons suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Nous avons vu à quel point le président lui-même s'est investi dans cette campagne, parce qu'il avait en face de lui des baroudeurs, des gens qui avaient certainement eu à mettre 16 candidats, dont 2 fils d'anciens présidents. 2 fils d'anciens présidents. Jean-Serge Bokassa et Désiré Nzanga Kolimba. Bien entendu, vous convenez donc avec moi que lorsque je veux... Donc ça dérange pas que les enfants des présidents reviennent... Non, pas du tout. Ça ne dérange pas. Dans une république, ça ne dérange pas. Oui. S'ils sont démocratiquement élus, c'est une bonne chose. Oui. Et moi, je pense que... Ça ne dérange pas qu'un fils de président soit président, soit candidat à la présidentielle? Écoutez, ça peut friser, ça peut donner l'idée d'une monarchie républicaine. Mais si ça commence à venir. Oui, mais s'il est choisi démocratiquement, à mon sens, ça ne pose pas de problème. Vous imaginez ça quelque part? Ah, bien entendu, si c'est un choix qui vient directement du peuple, pour moi, c'est la démocratie qui a primé sur la voie la voie des armes et la voie des voies non démocratiquement posées ou non conventionnellement consacrées. Donc, vous convenez, en fait, si le choix est démocratique, il faut qu'on comprenne bien la logique. Si le choix est démocratique, que c'est un choix voulu par l'ensemble du peuple, même si c'est un fils d'ancien président ou du président en place, à mon sens, ça ne gêne pas parce que là, c'est la démocratie qui a eu raison sur la monarchie républicaine. Vous voyez ça dans un pays d'Afrique centrale? Au Cameroun? Ah, plusieurs pays, pas forcément au Cameroun, sinon on regarde. Non, moi je ne veux pas suivre. Voilà, justement. René Stéphane Goué, pour vous, professeur Faustin Archange Touadéra, oui. Dès le premier tour. Oui. Et on sait quand même que quelques jours avant, on a entendu les rebelles à quelques kilomètres de Bangui, question de
comme on dit là-bas, saper un peu le processus. Oui, mais comme l'a dit le docteur, c'est une situation observée, d'autant plus que nous partageons la frontière, nous partageons l'histoire et nous partageons beaucoup de transactions économiques et sociales. Donc, il est de bon ton que nous observons de très près ce qui se passe dans ce pays, d'autant plus que des indiscrétions se disaient que cette élection ne se tiendrait pas parce que pas cautionnée par la puissance de tutelle, mais le président sortant a dû montrer qu'avec l'appui de l'armée angolaise, de l'armée russe, un autre ordre peut être établi en Afrique centrale. C'est surtout ça que moi j'ai... Pardon? Rwandaise, voilà. Donc, c'est surtout ça que moi, je tiens à dire, mais c'est un nouveau front que nous devons regarder avec beaucoup de sérieux, d'autant plus que ça crée une insécurité dans cette zone qui va forcément rejaillir sur notre pays. Mais quant au challenger de président, ce n'est pas le fils des anciens présidents qui étaient ses principaux challengers. Non, du tout. Il y a un vieux de la vieille Anissé Georges qui a... Voilà, je pense qu'il a... C'est sa troisième ou sa quatrième tentative. Et je pense que c'est le numéro 2 d'après les résultats. C'était un candidat assez sérieux et à prendre au sérieux. Mais donc, je pense que Anissé Georges Dongélé a eu à faire un bon choix de ne pas prendre des armes, mais plutôt de concourir par la voie des urnes, ce que nous espérons. Mais, comme l'a dit le docteur, s'il advenait qu'un fils de président prenne le pouvoir par des urnes, pourquoi pas? Il est un citoyen à part entière comme tous les autres centrafricains. Voilà, on va couper la poire en deux d'abord. On va d'abord aller... rencontrer René Itamuna Bontima. René, une fois de plus, bonsoir. Faustin, le professeur Faustin Arcage, toi d'élu dès le premier tour. Mais on entend déjà, on parle de fraude massive. On dit également de ce côté-là que beaucoup de Centrafricains ne sont pas allés exercer leurs droits. Vous savez, il y a cette menace qui s'est installée en Centrafrique quelques jours avant le 27, jour de double scrutin présidentielle et législative. Quel est votre commentaire sur la réélection, on va le dire comme ça, dès le premier tour du président Touadéra? Merci encore Serge Alain Auto et rebonsoir à vos téléspectateurs et aux co-panélistes. Alors, la République centrafricaine est un pays frère, hein, frère du Cameroun, et c'est un pays qui a toute sa place dans le concert de l'Afrique centrale. Donc, au sortir d'une élection comme celle-ci, on doit déjà se féliciter qu'il y ait eu une élection dans la paix et la sérénité, qu'il n'y ait pas eu de tirs d'armes à feu. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Et on est content que les Centrafricains, dans leur majorité, aient pu voter et que le résultat soit aujourd'hui prononcé. Si les Centrafricains ne sont pas heureux de leur résultat, ils connaissent les recours qu'ils doivent prendre. En tant que Camerounais, peuple frère de la République centrafricaine, et d'ailleurs, n'oubliez pas Mme Panza Samba, qui a été la présidente intérimaire là-bas, oui. Et quand même, elle a vécu au Cameroun, dans le nord du Cameroun, et puis elle a quand même, dit-on, du sang camerounais. Donc nous sommes intéressés à plus d'un titre dans la paix et la réussite de la République centrafricaine. Moi, je suis banquier par profession, hein. On ne veut pas investir au Cameroun si la Centrafrique continue dans le flanc du Cameroun à causer des troubles. Donc, nous, Camerounais, comme Américains, comme Français, comme Rwandais et les autres, nous souhaitons dans tous les pays du monde que les élections se déroulent bien. Nous avons une élection qui est disputée aux États-Unis et nous avons aux États-Unis déjà un président qui s'appelait Bush, qui a été suivi quelques années plus tard par son fils Bush. Et dans une élection qui avait causé beaucoup fait couler beaucoup d'encre, qui s'était terminée par un vote disputé dans l'État de Floride, où le frère du président Bush était le gouverneur. Donc, ce n'est pas une première fois dans une démocratie, que ce soit en Centrafrique ou aux États-Unis, que l'on puisse avoir le fils d'un président, le frère d'une présidente ou l'épouse d'un ancien président comme Mme Clinton. Donc, restons sereins, restons calmes, disons aux Centrafricains que le peuple camerounais, les autres Africains et le monde entier est avec eux. Nous souhaitons que tout se passe très bien dans leur pays et qu'ils continuent de créer des conditions favorables à la paix sociale pour que les investisseurs puissent venir et que les Centrafricains eux-mêmes
puissent continuer d'envoyer leurs enfants à l'école et se soigner. N'oubliez pas, la Centrafrique sort d'une période très très difficile. Monsieur Touadéra a peut-être bien travaillé, mais les Centrafricains l'ont aussi bien accompagné. Donc nous, Camerounais de la diaspora, comme au terroir, nous pensons que la République centrafrique mérite d'avoir sa paix, sa sérénité, et qu'il se construise en se prenant la main nos frères et sœurs de la République centrafricaine. Ok, merci pour ce premier jet, René Tamouna. Didier Imkwa, je vais revenir sur le président Touadéra face à 16 candidats. Je dis 2 fils d'anciens présidents, le fils du président Kolimba, le fils de l'empereur, il faut le dire comme ça, Jean-Pédel Bokassa, mais on ne va pas oublier, hein, Catherine Samba-Paza qui a dirigé la transition, décidément là-bas, le pouvoir, et on ne va pas dire, le président Bozizé a été écarté par le Conseil constitutionnel. Là-bas, une fois qu'on a été au pouvoir, on veut toujours revenir. Serge Alain Autou, permets-moi d'abord de féliciter le professeur qui a gagné au premier tour. Et puis, je ne sais pas si je dois faire le procès des oppositions des pays francophones. Voilà, 16 candidats contre un candidat, il y a éparpillement de voix, mais après, ils sont en train de vouloir refuser ou bien contester l'élection du président Touadéra. Non, il faudrait qu'ils acceptent la victoire et qu'ils se mettent au travail pour les prochaines élections. Venons donc sur le fils ou bien la femme d'un chef d'État. C'est trop facile de prendre l'exemple sur les États-Unis, la France. Les élections, c'est d'abord les règles. Il faut que les règles du jeu soient acceptées par tous les acteurs. Déjà chez nous, la caution à l'élection présidentielle, c'est 30 millions de francs CFA. Vous croyez que c'est juste? C'est vrai, ça va vous surprendre. Mais c'est paradoxal. Bien sûr, oui, c'est paradoxal qu'un militant du FSNC puisse tenir ce genre de langage, mais je suis un allié, pas aliéné, mais un allié objectif. Je peux vous rassurer qu'en 2025, avec une caution de 30 millions de francs par candidat, vous n'aurez pas 5 candidats. Comment ça? Le Covid va nous suivre jusqu'en 2025. Vous parlez du Cameroun ou d'un autre Je parle du Cameroun. Donc, vous dites qu'en 2025, c'est 30 millions, il n'y aura pas 5 candidats? Mais c'est beaucoup. Les Camerounais, vous regardez, vous Mais oui, je vous dis. 30 millions, c'est C'est impossible pour petit, les Camerounais. mais c'est beaucoup. Et vous pensez que 5, on n'aura pas 5 candidats? Mais si peut-être on verra. Vous parlez Si du vous Cameroun laissez, ou bien d'un sûr, autre pays? je parle du Cameroun. Ah bon? Il faut déjà déposer 30 millions. Il faut maintenant faire la campagne. Vous savez ce que Zinzou nous avait dit? Que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut déployer au moins 2 milliards de francs CFA. Notre démocratie est une démocratie censitaire. C'est une démocratie de l'argent. C'est une sélection. C'est une sélection, pas de l'argent. Qui exclut tous ceux qui ont des idées, tous ceux qui représentent quelque chose, mais qui n'ont pas d'argent. Regardez notre Assemblée nationale. C'est plein des milliardaires, je ne sais pas, des hauts cadres de l'administration. C'est la règle de Pareto qui est respectée là-bas, 20%, 10%, 80%. Vous avez déjà vu un infirmier là-bas, un benskiner là-bas? Il ne peut pas. C'est facile peut-être de payer 1 million, 2 millions de francs de caution, mais il faut se déployer sur le terrain. Vous comprenez? Il faut se déployer sur le terrain. Et vous savez comment fonctionnent les électeurs au Cameroun? Pour organiser un simple meeting, s'il n'y a pas de l'argent de taxi ou de t-shirt, vous n'aurez personne. Seulement? C'est pour ça que je parle de... Oui, bien sûr, vous n'aurez personne. C'est le minimum. C'est le minimum. Vous n'aurez personne. C'est ce que j'ai fait, je sais de quoi je parle. C'est la démocratie de l'argent. Il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Encore que les partis politiques au Cameroun, qui sont les minorités agitantes. Il y a une ONG, je crois, Baza Yaoundé, qui a pu démontrer que les partis politiques au Cameroun représentent à peine 13% de la population élective. Tout à fait. Donc vous avez la minorité agissante en face de la majorité silencieuse. Et c'est là-bas où il faut aller puiser les électeurs pour avoir une masse critique qui peut vous permettre de gagner une élection. Et là, c'est pas facile.
Il faut avoir les moyens matériels, ressources humaines, financières. Monsieur, ce n'est pas donné. Donc, s'il faut aller aux élections présidentielles, c'est vrai que quelqu'un m'avait dit que bon, si la caution, c'est pour éliminer des gens que je ne voudrais pas citer ici, peut-être des faux bourdons, mais je dis, tout le monde est libre d'être candidat à une élection. Mais lorsque vous relevez la caution, vous éliminez les plus pauvres. Et ce n'est plus équitable. Okay. Maître Gueffak, président Touadéra, un nouveau départ pour la Centrafrique? Je crois que ce n'est pas un nouveau départ, c'est une suite logique au regard de ces... Les Centrafricains ont cru en lui. Moi, qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Je parle de moi au regard des images que j'ai vues venant de la Centrafrique, du travail qu'il a battu. J'ai échangé avec plus d'une personne là-bas. Un bonsoir particulier à un des candidats que j'ai côtoyé, Serge Diori. Je ne sais pas quel est le rang qu'il a finalement occupé. Je crois qu'il est panafricaniste. Je suis convaincu qu'il n'est pas du côté de ceux qui voulaient prendre les armes. Et je pense que l'Afrique doit sortir des guerres, doit sortir des coups d'État, doit sortir de la violence. Je pense et je crois fermement que ceux qui sont aux affaires doivent cesser de penser à eux, uniquement à eux, de penser aussi à la population qui les regarde, cette majorité silencieuse qui à un moment donné peut se retourner et faire mouche. Je pense à tous ces délaissés pour compte qui souffrent. Je crois que c'est la situation actuelle en République centrafricaine. Sinon, comment comprendre qu'un territoire est contrôlé aux 3/4 par les rebelles? Par des rebelles. Pas d'un seul camp, mais de plusieurs camps. Alors, le président de la République, s'il subsiste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça veut dire qu'il a assez d'énergie, il a suffisamment d'énergie. Et s'il subsiste, ça veut dire qu'il avait quelque chose à offrir. Alors, si on estime qu'on doit esquiver les urnes et passer plutôt par les armes, ce qui veut dire qu'on est convaincu que c'est un plan qu'il faut saboter, c'est une construction qu'il faut détruire. Je crois que le docteur, professeur Touadéra, lui, il n'est pas le Messie, mais il est quand même en train de montrer au peuple centrafricain les vertus de la lumière. Et je crois qu'il devrait faire bloc, pas autour de lui, mais chacun à son niveau devrait comprendre que ce pays a besoin d'un peu de calme. Parce que lorsque vous faites un peu l'histoire de la République centrafricaine, vous vous demandez depuis Bokassa, qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi c'est de guerre en guerre? À un moment donné, on pensait que c'était un territoire pauvre. Au contraire, c'est une manne. C'est un pays béni de Dieu, dont le sol est béni de Dieu, et le peuple refuse d'en profiter. Laissera au poids. Vous avez vu avec quelle énergie la Russie, Poutine est intervenu pour sauver ce peuple. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux. Ce type d'intervention nécessite le prix à payer. Et ce ne sera pas un petit prix. Alors, je crois que, comme on dit très souvent, lorsqu'il y a la guerre, ceux qui payent le prix, c'est le peuple qui occupent le territoire de la guerre. Ce ne sont pas ceux qui viennent livrer la guerre sur ce territoire. Donc je crois que les Camerounais doivent être avertis, les Centrafricains doivent être avertis, les Ivoiriens doivent être... En tout cas, l'Afrique noire. C'est ce que je peux dire, ces gens-là. Voilà, on repart à York, en Pennsylvanie. René Itamuna, pour vous, comment vous comprenez que cette rébellion, on va le dire comme ça, soit intervenue? On va parler du timing, hein, de cette rébellion, quelques jours seulement avant le double scrutin présidentiel législatif en Centrafrique. Merci encore. Serge Alain, l'Afrique centrale, comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sont quand même un gros marché. La géostratégie mondiale aujourd'hui veut que les grands pays européens, l'Amérique, le Canada, jusqu'en Australie et Nouvelle-Zélande, chacun trouve, évidemment sans oublier les pays asiatiques, chacun trouve un pied à terre dans ces régions-là. Alors c'est connu, il n'y a pas de cachotterie. Alors, tout le monde est intéressé par ces richesses qui sont dans ces sous-sols-là. Il faut donc faire attention.
Il ne faut pas regarder l'élection de République centrafricaine et la soudaine rébellion comme si c'était un fait nouveau. Quand les gens se préparent à des élections, quelqu'un disait tantôt, on cherche des financements. Ça coûte cher de devenir président d'un pays, et puis non seulement en trésor, mais ça coûte aussi en relations. Il faut nouer des relations avec les forces en présence dans son pays, les forces extérieures dans son pays, et donc on retrouve de l'argent, on retrouve des intérêts financiers quand même certains. Et quand ces gens-là ne pourraient pas arriver aux affaires, il faut bien qu'ils expliquent à leurs amis, à des partenaires comment et pourquoi les choses n'ont pas marché. Mais redevenons sereins et redevenons simples pour ce qui est pour l'intérêt des Camerounais et des Centrafricains. Quand on arrive à une élection comme celle-là, il faut se dire une chose. Ce n'est pas sa personne qui est essentielle, c'est la vie de la majorité des Centrafricains, comme celui au Cameroun, qui est importante. C'est ça qui est important. Ce n'est pas que X, Y, Z arrive au pouvoir, même s'il est malmené pendant une élection. On peut sursoir à être malmené à une élection. On peut sursoir à perdre une élection. Ce n'est pas la fin du monde. Mais il faut veiller à ce que notre pays reste stable et serein. Ça, c'est essentiel à la vie. J'ai observé une élection présidentielle il y a quelques années en Côte d'Ivoire, représentant la fondation du président Jimmy Carter. C'était la première élection présidentielle qui a conduit à l'élection du président Ouattara. J'étais dans un village près de Bouaké et quand quelqu'un m'a interpellé, j'avais mon t-shirt d'observateur international en me demandant comment est-ce qu'on fera parce que le parti inverse va probablement tricher aux élections. Et je leur ai dit, écoutez, beaucoup aux États-Unis sont démocrates, d'autres républicains. Il y a eu une élection récemment aux États-Unis où un président qui s'appelait Al Gore avait perdu son élection et il pensait dans son camp en général qu'il avait gagné. Et les républicains en face disaient, bon, ils ont gagné. Alors, tout le monde pouvait prendre des armes, tout le monde pouvait se fâcher, tout le monde pouvait déchirer, insulter les cours, insulter le système électoral. Ça ne s'est pas fait. Le président Al Gore, candidat Al Gore, a accepté le résultat de l'élection et puis la démocratie américaine a continué de se construire. Les Américains n'ont pas perdu une seule journée au travail, n'ont pas perdu une seule journée hors de l'école, n'ont pas pris de risques sanitaires. On ne peut pas continuer dans ces approches-là. On peut perdre une élection, on peut justifier qu'on aurait perdu parce que la commission électorale ne nous était pas favorable, parce que on peut l'accepter, on peut le comprendre. Mais il faut garder ces débats-là dans les tribunaux, il faut les garder sur des chaînes de télévision, des plateaux de télévision comme ici, à la radio, sur des plateaux académiques dans les universités, étudier et continuer de s'améliorer. C'est comme ça qu'on bâtit des démocraties. On ne sort pas ex nihilo comme ça pour construire des démocraties qui sont stables. Il faut qu'il y ait des challenges. Alors, mon copain... René, une minute. René, une minute. Oui. Une minute, vous parlez d'accepter. Pourquoi le président Trump a du mal à accepter qu'il a perdu? C'est évidemment, mais merci de faire ce clin d'œil-là, et c'est la réalité humaine. Hein. Tous les êtres humains aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs, sont pareils. Ils aiment le pouvoir, et quand on a le pouvoir, on aime le garder, parce que c'est beaucoup d'honneur. Qui ne veut pas la lumière qu'apporte le pouvoir? Pour ceux qui aiment du bon vin dans les palais présidentiels, le bon vin est servi, on est apprécié, on passe sur toutes les chaînes de télévision, on vous aime, on vous dit que vous êtes le plus beau, vous êtes le plus grand, vos enfants les meilleurs. C'est ça, tout le monde aime ça. Mais la réalité est qu'il faut s'éloigner de cette théorie-là où on parle seulement d'une personne. Battons-nous ici pour vérifier, prouver que l'idéologie, les plans, les politiques que proposait l'opposition centrafricaine auraient été meilleurs. Que Touadéra ou XYZ le remplace, c'est secondaire. Il faut centrer le développement de nos pays africains sur les hommes, sur les pays, sur les institutions et pas les hommes. Et vous voyez, Serge Alain, vous avez raison de faire remarquer, le président actuel des États-Unis, il se plaint parce qu'il n'a pas les rênes entières du système électoral, mais il s'en ira. Il s'en ira. Personne ne perdra un jour de travail ou ne prendra de risque parce que le président ne partira pas. Il s'en ira. Je voulais toucher juste un petit mot sur quelqu'un qui a dit tout à l'heure que 30 millions c'est excessif, il faut arrêter, il faut mettre ça à zéro. C'est vrai, on peut remettre ça même aux francs symboliques, mais il y a des critères dans tous les systèmes électoraux, il y a des critères. On va pas millions. En France, on demande à Mélenchon célébrer, et M. Mélenchon célébrait il y a à peine une semaine le fait d'avoir obtenu 150 000 signatures, il en veut 300 000. Voilà, donc il y a des critères.
Si on est un bon candidat dans un pays comme le Cameroun, il ne faut pas faire croire aux Camerounais que tout ce qui est mauvais, ce sont les procédures pour gagner une élection. C'est vrai, on peut les améliorer. Mais il faut aussi dire aux Camerounais, ce qui est bon, c'est que les Camerounais ont de la ressource. Il faut convaincre les Camerounais à s'investir au quotidien auprès de leurs politiciens, financièrement, avec leur temps, avec leur énergie, pour qu'on améliore notre processus et pour qu'on soutienne nos candidats. Si c'est 30 millions, et on fait une grande campagne dans les 10 régions du Cameroun, on pourrait retrouver 30 millions. Les mariages camerounais, aujourd'hui, on dépense 10 millions, 20 millions. D'autres, on dépense 10 millions. Pourquoi ne pas investir 30 millions dans un monsieur ou une dame qui pourrait conduire la destinée d'un pays comme le Cameroun? Le Cameroun, c'est quand même magnifique de pouvoir le gérer. C'est quand même un très, très beau pays. Qui ne veut pas gérer le Cameroun? Dépenser 30 millions avec un grand nombre de ses citoyens, c'est un honneur de pouvoir le faire. Il faut se battre pour gagner l'estime des Camerounais. Il faut quand même élever les enjeux. Donc, tout n'est pas mauvais dans nos pays, il y a quand même de très bonnes choses. On prie que la Centrafrique se remette rapidement au travail. Il ne faut pas, même nous, contribuer à ce que le débat en République centrafricaine soit un débat qui mène la Centrafrique en arrière. Il faut mettre la Centrafrique, nos amis et frères, dans un débat qui est positif. Comment on construit le lendemain de la République centrafricaine, avec ou sans Touadéra? Dans ce cas de figure, il a gagné. Mais comment nous, Camerounais, du Cameroun, de la diaspora, allons contribuer? Comment les entreprises, les institutions internationales vont continuer d'accompagner, pas le président Touadéra, mais la République centrafricaine et le peuple centrafricain. C'est ça qui est important. Hein. Gardons toujours, moi je recommande, nous au RDPC, ici comme ailleurs, on essaye de garder ça à cœur. Il faut mettre l'homme et la femme au centre du développement. Tant qu'on ne met pas l'homme grand H et la femme grand F au centre du développement, on passe à côté. Des tirs de balles à gauche ou à droite en Centrafrique, on peut les commenter, mais regardons vers l'avant et gardons l'espoir que la République centrafricaine va continuer de s'améliorer. Merci René Itamuna. Bon dimanche. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint RDPC du côté des États-Unis. Vous étiez du côté de York, en Pennsylvanie. Bon, d'abord, Dr. Louison Nsoma, qui avait intérêt à perturber la présidentielle. Pourquoi cette subite rébellion? Oui, bien entendu, vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère... Déclenchement subit de la rébellion. Pourquoi? Oui, un peu comme le disait un grand maître, le professeur Marcelin Guela-Banda, qui disait que nous sommes à l'ère du pouvoir contesté. C'est-à-dire que tout est contesté aujourd'hui. Et vous vous souvenez que cette élection, il y avait déjà, s'il n'y avait pas eu cette intervention forte de la Russie et bien d'autres États, on serait allé dans un boycott total. Et Dieu merci que toutes les velléités, les tentatives de déstabilisation ont été maîtrisées. Et cette élection s'est tenue, vous voyez, au premier tour. C'est-à-dire que la majorité s'est subitement et immédiatement dégagée. Et le professeur l'a emporté, comme je le disais tout à l'heure, devant des challengers de grosses légumes qui ont justement proposé quelque chose d'alternatif. Mais ce que Touadéra, le professeur, avait mis en place, m'a semblé être une opportunité pour justement gagner cette élection. Voilà, Stéphane Goué, je reviens sur, je ne sais pas si c'est partout, on dit que la majorité, il y a beaucoup de Centrafricains qui ne sont pas allés voter du fait de cette rébellion qui s'est déclenchée quelques jours seulement avant la présidentielle et le double scrutin présidentiel et législatif. Oui, c'est possible. Et d'une part, est-ce que ça met en la légitimité de l'élection du président Touadéra? Du tout. Est-ce qu'elle est remise en question? Non, du tout. Surtout si on suit l'histoire de ce pays depuis près de 50 ans. Vous l'avez dit, depuis Bokassa, il n'y a plus jamais eu de stabilité en Centrafrique. Et il n'y a eu jamais aucune élection où l'ensemble du pays s'est mobilisé pour des élections. Donc il faut absolument... Les évêques centrafricains disent que 70% du territoire est contrôlé par les groupes armés. 90% peuvent être contrôlés par des forces armées, des forces de rebelles, etc. etc. Si 10% pensent à construire le pays, il vaut mieux que nous restons sur ce 10%-là et que ce 10%, qu'on observe leur action. Si c'est d'essayer, après avoir été élus ou après avoir instauré la démocratie des élections, s'ils vont essayer de stabiliser le pays, de prôner la réconciliation et de faire de manière progressive des pas
vers ceux qui sont mécontents. Parce que comme le disait René, le tout n'est pas de contester des élections. Tout le monde conteste les élections. C'est pour ça qu'à l'UPC nous disons souvent, il faut sauver le Cameroun malgré le RDPC et malgré Paul Biya. Parce que ça ne sert à rien de brûler le Cameroun, de bloquer le processus démocratique du Cameroun, au prétexte que ceux qui sont là ne sont pas des nôtres. Donc c'est important, il a cité le cas El Gore, Trump dernièrement avec Hillary Clinton, on parlait d'un bug informatique par l'Union soviétique qui aurait favorisé l'élection de Trump. Aujourd'hui, Trump parle d'une autre. Donc il y a forcément des contestations, même dans des vieilles démocraties. Mais là où moi je voulais revenir, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la sélection par l'argent. Il a parlé de la dot, de ceci, cela. À partir du moment où on a 30 millions et qu'on veut les investir pour son pays, on ne vous empêche pas. Ce que nous sommes en train de décrier, c'est que le Camerounais moyen aujourd'hui a combien pour pouvoir investir 30 millions? C'est-à-dire que l'argent ne doit donc pas être un blocage pour ceux qui peuvent valablement gérer ce pays ou proposer quelque chose. On ne dit pas, si maître à 100 millions à investir aux élections au Cameroun, on ne lui dira pas non. Mais si M. Ngoué n'a pas 30 millions, est-ce que c'est pour cela que je devais être disqualifié pour prétendre gérer mon pays? Donc voilà toute la problématique au niveau de l'argent et des élections en Afrique. Donc, moi je pense que pour clôturer un peu avec le cas centrafricain, l'histoire de la République centrafricaine nous interpelle. Pas seulement parce que nous partageons la frontière, nous partageons des familles, nous partageons l'économie, mais parce que de la même manière, nous disons que 90% n'ont pas participé. Il y a une tranche de Camerounais qui n'ont pas participé aux dernières élections présidentielles parce qu'il y avait des troubles dans nos zones. Donc, il faut qu'on se dise que je ne suis pas chrétien, mais c'est les chrétiens qui disent là où 2 ou 3 prient pour le Seigneur, Dieu est avec eux. Donc il faut que les gens se disent que l'absence des uns ne fait pas forcément que le pays cesse de fonctionner ou cesse de donner de l'espoir à ses concitoyens. Il faut absolument qu'on se mette en ordre de bataille en se disant il faut, quel que soit ce qu'il y a, il faut que nos pays continuent d'exister. Qu'il y ait des patriotes qui pensent à développer nos économies et que d'une certaine manière demain soit meilleur. Oui, moi je voudrais revenir sur les élections. J'ai parlé de la démocratie censitaire. Le représentant du RDPC qui vit aux États-Unis, peut-être il oublie, peut-être à dessein, que celui qui est en train de partir a été voté, je crois, par 20% de suffrages valablement exprimés. 20% d'électeurs. Et le boycott a été étudié scientifiquement par des hommes de science, si je me permets la tautologie. Monsieur Serge Alain-Otto, si vous prenez 10 personnes en âge de voter, vous aurez au trop 5 qui iront mettre leur bulletin de vote dans l'urne. Les raisons sont multiples. Ça peut être le rejet systématique du système. Permettez que je lise les stats en Centrafrique. Inscrits 910 784, votants 695 019, bulletins blancs 52 170, taux de participation 76,31%, suffrage valablement exprimé 642 956. Que fait-on de ceux qui ne sont pas Le suffrage valablement exprimé, c'est sur le nombre d'inscrits. Oui. Vous croyez que la population de Centrafrique est moins d'1 million d'habitants? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Donc je disais tantôt, avant que vous me coupiez, que si vous prenez 10 personnes en âge de voter, vous aurez autre 5 qui iront, le jour du scrutin, mettre le bulletin dans l'urne. Ce boycott a fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques. Ça peut être soit le rejet du système,
système, je ne vais pas. Ça peut être le discours des politiciens qui vous disent carrément que non, le jeu est pipé, quel que soit ce qu'on fait, on ne peut pas gagner. Ça peut être la pauvreté. La peur de l'insécurité. Ça peut être, comme il dit, René nous dit. Donc vous aurez autrement 3 qui iront voter. Donc c'est ça le véritable. C'est partout. Ce que nous demandons, comme je l'ai dit ici, les règles du jeu doivent être acceptées par tous les acteurs. Et maintenant, en aval, il faut travailler. Parce qu'une élection, c'est un marché. Les électeurs, c'est un marché. Il faut travailler les électeurs. Il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas attendre un messie ou même pas avoir le complexe messianique. Il faut beaucoup travailler, M. Serge Alemu, pour que votre offre politique soit acceptée. Et l'offre politique aujourd'hui, malheureusement, est noyée dans la politique d'affection. Le vote est tribal. Le vote est contaminé par des penchants ethno-régionaux, il faut le dire. Il faut beaucoup travailler pour une élection. Donc c'est pour cela que quelqu'un vous dira que c'est bien beau de bavarder, mais 80% par exemple au Cameroun, on va vous balancer comme ça, ou 70% des populations en marge de voter sont constituées beaucoup plus des passagers clandestins. Les gens qui veulent le changement, mais qui ne sont pas prêts à participer aux opérations du changement. Comment donc ramener ces gens-là à agir pour le changement? Voilà où se trouve le rapidement, Maître Ngefak. Ouais. Moi, je suis toujours dans 30 secondes. Oui, ça fait en 2020, vous avez beaucoup de 30 secondes. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, Serge Alain, je vais commencer d'abord par utiliser une formule politique, comme le docteur a dit que je suis très politique ce soir. Ouais. Une formule politique enseignée par le président de la République du Cameroun. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Si nous transférons cela en République centrafricaine, vous pouvez juste substituer Yaoundé et le Cameroun est trouvé. Ça veut dire, tant que le siège des institutions n'est pas touché, la République, elle fonctionne. C'est ce qui s'est passé en République centrafricaine. Deuxième chose, nous sommes presque 30 millions au Cameroun. Mettez 20 millions ou 15 millions en âge de voter. Combien sont inscrits? 6 millions. Combien votent très souvent? À peine 4 millions. La démocratie, c'est ça. L'abstention, c'est un droit. Vous avez le droit de vous abstenir. L'émotion, la colère ne justifieront rien. 2. Vous êtes libre de créer le désordre dans une zone. Le numéro 1 de la sécurité, lorsqu'il décide d'isoler cette zone, la loi lui donne les pleins pouvoirs. Les élections passent. C'est à côté de nous, c'est avec nous. Tout le monde connaît le Nozo. Comment on a survolé. Tout le monde voit, touche, mais n'y peut rien. C'est ça, la démocratie. En fait, la notion de chance en démocratie, ça dépend de la position que vous occupez. Si vous êtes un perfectionniste, vous n'allez jamais critiquer le montant du sens. Mais si vous êtes un conservateur ambiant, et pourtant, je crois que je n'ai pas utilisé 30 secondes. Vous avez dépassé ton... Et pourtant, chuté rapidement. J'ai chuté. Ah, ok. Juste pour répondre. Voilà. Une citation pour sortir, Dr Lusa Isomba. Qu'est-ce qu'il dit, Gorbatchev? Je me réserve pour cette première édition. J'attends la prochaine. Ah, ok. Merci à vous. Merci, Dr Lusa Isomba. Merci, Maître Ngefak. Merci, Didier Imkwa. Merci, Serge. Merci, René Stéphane Goué. Merci, Serge. Union des populations du Cameroun. Hein. Un bonsoir particulier au maire de Mélon, Pétéjean. Oui, qu'on a vu dans le journal de Junelbert Tebissa. On dit également merci à René Itamouna Bondima depuis la Pennsylvanie. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Ngele Mendouka.